Bismillah. Fernand immobilisa sa Peugeot 104 sur le bas-côté de la chaussée. Le temps d'allumer une cigarette, la fatigue affermissait son emprise au niveau de sa nuque, de ses épaules. Pas tout à fait minuit, et le sommeil l'empoignait déjà à pleine main. Cette constatation lui arracha un sourire mélancolique. Ses 50 ans commençaient décidément à altérer l'énergie dont il avait toujours fait preuve auparavant. Il redémarra en douceur. Oui, 50 ans. La semaine prochaine, il fêterait son demi-siècle d'existence. Un demi-siècle correctement utilisé, où la réussite professionnelle et sentimentale avait sa place. Une tristesse qui lui était inhabituelle envahissait ses pensées, lorsque la silhouette d'un garçon accompagné d'un chien retint son attention. Sans doute un de ces feignants qui passent leur temps à errer ici et là. Malgré lui, il ralentit pour mieux examiner le jeune homme. Ce dernier montrait un visage sympathique qui plut d'emblée à Fernand. Il immobilisa une nouvelle fois son véhicule, baissa la vitre de sa portière. Il y a de la place pour vous deux dans la voiture, proposa-t-il. Le garçon traversait la route, les doigts accrochés au sangle de son sac à dos. Merci, dit-il. J'accepte volontiers. Tu me mettre tes bagages et ton chien sur la banquette, ajouta Fernand. D'accord. Le jeune homme s'installa rapidement. La nuit ne tarderait plus à noircir l'arrière-pays languedocien. Déjà les automobiles devaient circuler veilleuses allumées et le ciel accusait le déclin du jour en laissant le voile terne des heures entre chien et loup se déplier au-dessus de ses veines. Fernand gardait le pied léger sur l'accélérateur. Il n'était pas pressé. Le lendemain, il ne travaillait pas. Il arrivait à son domicile d'ici une heure et demie peut lui importer. Je suis représentant de commerce, précisa-t-il. Je m'appelle Fernand Lanvin. À ses côtés, le garçon s'était plus ou moins assoupi. Le chien, quant à lui, s'était paresseusement allongé entre la banquette et les sièges. Comme la marque de chocolat, songea-t-il machinalement. Il se cala sur le siège en redressant la tête. Moi, je m'appelle Jean-Loup Desforges, se présenta-t-il à son tour. Mon chien, c'est Benji. En vacances? En voyage plutôt. Après le bac, j'ai décidé de voir du pays. La fac, ce sera pour la prochaine rentrée scolaire. Drôle d'idée. Jean-Loup eut un sourire. Pas tellement. Beaucoup de jeunes voudraient faire comme moi, je crois. Seulement, il faut accepter de perdre une année d'études. Et toi, tu l'acceptes? Oui, parce que j'ai une chance formidable. Laquelle? J'ai des parents qui ont les moyens de me prendre en charge une année de plus. Je vois. La nuit se faisait doucement épaisse. Pas une étoile ne clignotait dans le ciel, et les phares de la Peugeot découvraient une route de plus en plus sinueuse. Jean-Loup s'installait de nouveau dans le confort de la somnolence. Derrière les sièges, Benji restait parfaitement immobile et silencieux. Le garçon se demandait ce qu'il ferait quand Fernand Lanvin les déposerait, quelque part dans ce coin perdu aux abords des gorges du Tarn. Une bouffée d'air humide dissipa le sommeil de Jean-Loup. Il ouvrit les yeux, constata que Fernand avait baissé sa vitre. Sinon, je vais m'endormir à mon tour, expliqua ce dernier. Jean-Loup se frotta les paupières et tira ses muscles en dissimulant un bâillement derrière une pomme. À présent, il se sentait disposé à tenir une conversation. Le col de Montmira franchi, la Peugeot avait bifurqué sur sa gauche. Elle circulait maintenant sur des voies secondaires tout à fait désertes, investies par une obscurité inhospitalière. On arrivera bientôt à Pont de Montvert, reprit Fernand. J'habite dans une agglomération voisine, à Bessèges. Vous pourrez rester chez moi jusqu'à demain matin. Ma femme n'y verra aucun inconvénient. Le garçon accepta l'offre avec une reconnaissance sincère. Errer en pleine nuit dans un paysage inconnu, plutôt farouche, ce en quête d'un endroit où dresser sa tente, ne lui semblait en effet nullement réjouissant. Tiens, qu'est-ce qu'elle fait là? Jean-Loup avait lui aussi entrevu dans la lumière des phares de la Peugeot le bref reflet d'une carrosserie. Un véhicule de forte cylindrée se trouvait stationné dans un chemin de terre qui se perdait dans la campagne. Une Ford, déclara le garçon. Oui, peut-être. La route dominait à présent une vallée au fond de laquelle pétillaient les feux d'une ville. Le quart d'heure suivant s'écoula paisiblement. Jean-Loup se laissait mollir sur son siège, bercé par le ronronnement régulier du moteur. Lorsque Fernand lui destinait un commentaire ou une question, il répondait avec bonne volonté, soucieux de se montrer aimable. De temps en temps, Benji remuait au pied de la banquette, soupirant d'aise dans la tiédeur de l'habitacle. Tout n'était que douceur et sympathie. Une flammèche jaune s'accrocha au rétroviseur de la Peugeot. Fernand leur adressa un coup d'œil, quant à 3 paires de phares en fonction simultanément.
Encore un frimeur, grogna-t-il. Jean-Loup se retourna pour se rendre compte à travers la vitre de la lunette arrière. Le véhicule gagnait de la distance sur la Peugeot avec une rapidité fascinante. C'est celle qui était arrêtée dans le chemin. Une nouvelle fois, Fernand effleura des yeux les rétroviseurs. Tu crois? Oui, j'en suis presque certain. La Ford semblait fondre sur eux comme un rapace tombant sur sa proie. La route restait sinueuse et étroite. Elle incitait à la prudence. Fernand fronça les sourcils, brusquement inquiet. Il ne veut pas me doubler dans ses virages, tout de même. Jean-Loup sentit son cœur accélérer le rythme de ses battements. Il devinait les intentions belliqueuses du pilote de la Ford, mais le motif d'un pareil comportement lui échappait totalement. Attention! Le garçon avait crié, les mains crispées sur le dossier de son siège. Benji s'était dressé d'une seule détente, conscient d'un danger proche. Dans un premier temps, Jean-Loup crut qu'il avait une jambe brisée. Une douleur intense naissait au niveau de sa cheville. Irradiait son genou et sa cuisse, il remuait son membre en grimaçant. L'esprit confus. Embouti par la Ford, la Peugeot 104 avait quitté la chaussée avant d'échouer à demi renversée au creux d'un fossé dont la profondeur dépassait amplement le mètre. Jean-Loup conservait le souvenir intact du choc violent, de l'embardée qui avait suivi, de la perte de contrôle de Fernand. L'agresseur s'était immobilisé un instant sur la route, puis s'était éloigné dans un interminable crissement de ses pneumatiques. Comme au cinéma avait songé le garçon. Il parvint à entr'ouvrir sa portière, et le plafonnier diffusa sa lumière dans l'habitacle. Fernand se frottait le front d'une main imprécise. Il avait donné du crâne contre le pare-brise, et semblait plus ou moins étourdi. Benji s'exaltait sur la banquette, les yeux luisants. Pas trop de mal, mon garçon. Jean-Loup tressaillit malgré lui. Fernand reprenait pied dans la réalité, une expression où se mêlaient incompréhension et colère vint durcir les traits de son visage. Ça peut aller. Fernand soupira, paupières closes. Nous voilà bien lotis, en pleine nuit sur une route à peine fréquentée, dans une voiture qu'on ne dégagera jamais. Car nos propres moyens, tu as pu noter le numéro de la Ford. Non, tant pis, on n'a plus qu'à attendre, j'espère que tu sais te montrer patient. Il n'y a aucune maison dans les environs. Si, mais pas une à moins de 6 ou 7 kilomètres à la ronde. Jean-Loup n'ajouta rien. La perspective d'une telle équipée nocturne l'incitait à rester sagement sur son siège, même dans une position inconfortable, et malgré le froid qui se faisait lourd sur les Cévennes. Je ferai tourner le moteur de temps en temps, décida Fernand. Puis, allumant une cigarette, c'est incroyable, fit-il. Il existe vraiment des fous sur nos routes, mais j'aurais peut-être dû me méfier, attendre le petit jour pour rentrer chez moi. Pourquoi? C'est la 5e fois depuis le début de l'année que cela arrive dans la région, expliqua Fernand. Le dernier incident remonte à 2 mois du côté de Millau. Je l'avais presque oublié, et voilà. On ne parvient pas à mettre la main sur ce chauffard. La preuve que non, il est très prudent et très rusé aussi. De plus, je suis persuadé qu'il agit à bord de véhicules volés. Dans quelque temps, on retrouvera la Ford abandonnée ici ou là. L'aube rosissait l'horizon lorsqu'un véhicule s'annonça enfin sur la route. Fernand s'extirpa du sien pour aller se dresser au milieu de la chaussée. Jean-Loup ne suivit pas le mouvement. Le froid le pénétrait jusqu'aux os, et une lassitude massive pesait sur ses épaules. Sur la banquette, Benji avait recouvré sa quiétude. Il s'était de nouveau étendu de tout son long, le museau niché entre les pattes, indifférent à l'hostilité qui oppose trop souvent les hommes. Jean-Loup regardait Fernand s'agiter dans les lumières blafardes, les bras levés, les mains et le visage rougi par l'air vif du petit matin, qui dans les lointains sortait de l'ombre les contours du mont Lozère. Vision attristante et amusante à la fois. La Peugeot se trouvait de nouveau apte à rouler. Sa carrosserie n'avait subi que le léger dommage. L'intervention d'un cultivateur des alentours aux commandes de son tracteur avait suffi à tirer Fernand d'affaire. Jean-Loup était l'invité de la famille Lanvin depuis 2 jours déjà. Le couple lui avait si gentiment proposé de passer une semaine en sa compagnie qu'il avait renoncé à chercher des arguments pour asseoir un refus. Benji dormait dans le garage. Le garçon n'avait pas osé solliciter de ses hôtes la permission de laisser son chien profiter également de la chambre. Fernand avait un fils prénommé Simon, dont Jean-Loup fit la connaissance le samedi matin suivant. Âgé de 22 ans, Simon préparait une licence de droit. Un courant de sympathie s'instaura immédiatement entre les 2 garçons. Jean-Loup avait dû narrer dans le détail la mésaventure vécue. Au fil du récit,
Simon avait montré un regard de plus en plus dur. Jean-Loup avait-il déclaré ensuite: Je vais te faire part de mes intentions. Bien entendu, tu es entièrement libre d'accepter ou de refuser de m'aider. Écoute. Simon et Jean-Loup consacrèrent 3 jours complets à la remise en état sommaire d'une vieille Citroën des années 50 que Fernand avait abandonnée dans une remise. Jean-Loup ne savait pas trop s'il regrettait ou non d'avoir accepté de suivre Simon. Les intentions de ce dernier étaient de sillonner les petites routes, la nuit venue, et de pourchasser à son tour le chauffeur qui sévissait dans la région. Fernand avait aussitôt désapprouvé ce projet, mais Simon était demeuré inflexible. Et Fernand connaissait bien son fils, il était inutile d'espérer qu'il devînt raisonnable. Ne roule pas sans assurance, en tout cas, avait-il fini par déclarer. Comme tu voudras. De plus, il n'est pas nécessaire d'emmener Jean-Loup avec toi. Je ne l'y oblige pas, il fait comme il veut. Fernand avait longuement dévisagé Jean-Loup. Tu n'es pas concerné par tout ça, mon garçon. Tu devrais tenir compte de mon conseil. Reprends la route en oubliant le chauffard. Jean-Loup avait hésité, mais il détestait changer d'avis. Bien. Il avait dit oui sans suffisamment réfléchir. Cependant, la perspective de transformer le chasseur en gibier ne lui déplaisait nullement. Le goût de l'aventure l'emporta sur les sagesses. Il accompagnerait Simon. Jean-Loup préférait laisser Benji chez Fernand. Les premières et deuxièmes nuits se déroulèrent sans heurts, l'ancienne traction les véhiculait, fidèle et serviable sur les routes des Cévennes. À chaque sortie, elle couvrait sans renacler 100-200 kilomètres. Présentement, les deux garçons se dirigeaient vers l'abîme du Baramalio. Il était presque 3 heures du matin. L'obscurité révélait une consistance froide, humide, épaisse. Un vent agressif énervait les herbes des bas-côtés. Parfois, il filait le long de la carrosserie en un long sifflement, éclaté en bourrasque contre le pare-brise. Je crois que c'est râpé cette fois encore, observa Simon déçu. Jean-Loup acquiesça d'un simple grognement. En fait, que le chauffeur ne se manifesta pas le soulager. Il n'eût avoué pour rien au monde cette peur logée quelque part au creux de son ventre, prête à s'éveiller au moindre accroc, mais elle était là, bien réelle. Jean-Loup regarde. Le Citroën amorçait la traversée d'un massif forestier lorsque Simon leva brusquement le pied de l'accélérateur. Jean-Loup accusa un sursaut. Il distingua à peine la forme d'une carrosserie en attente sur une aire de stationnement, que surplombait des feuillages ébouriffés par les airs en mouvement. Un œil fixé au rétroviseur, Simon laissait la vieille traction reprendre sa vitesse de croisière. Le véhicule entreaperçu ne se manifestait pas dans leur sillage. Rien de plus qu'une fausse alerte, marmonna l'étudiant. Jean-Loup s'abstint de préciser qu'un scénario identique leur avait été précédemment réservé à Fernand et à lui-même. On n'a pas de chance, tout de même, continuait de maugréer Simon. Selon moi, notre bonhomme agit par crise. Il eut un rire bref. Je parie qu'il s'agit d'un père de famille au-dessus de tout soupçon qui se défoule de temps en temps après une dispute avec sa femme. L'antique Citroën atteignait le mont Ayugual lorsque des reflets vinrent danser dans ses miroirs. Jean-Loup sentit une boule obstruer sa gorge. Simon avait voulu tenter le diable. Et le diable, Lana, semblait sur le point de se manifester. Bien sûr, il pouvait s'agir d'un automobiliste tout à fait pacifique qui empruntait la même route qu'eux, mais Jean-Loup nourrissait le pressentiment qu'il n'en était rien. Ton avis lança Simon. Je suis pessimiste. Tu crois que ce n'est pas notre chauffard? Je pense exactement le contraire, rectifia Jean-Loup. Simon montra un sourire amusé. Ah, je vois un peu de frousse au ventre, pas vrai? Jean-Loup ne répondit pas. Assis de biais sur son siège, il observait la progression des feux de l'autre, véhicule sur les traces de la traction. Au premier choc, Jean-Loup ferma les yeux en se tassant au fond de son siège. Le chauffard ouvrait les hostilités cette nuit encore. Au volant d'une puissante cylindrée, volée sans nul doute dans une ville voisine, Jean-Loup vivait avec une acuité presque douloureuse la dérive de la vieille Citroën. L'espace de quelques secondes, il imagina Simon, visage méconnaissable, mâchoire soudée, muscles saillants, se vertuant à maîtriser la traction devenue rétive entre ses mains. Le calvaire dura ainsi plusieurs minutes. Quand Jean-Loup se décida à rouvrir les yeux, ce fut pour apercevoir une haie que les phares de la vénérable Citroën, partis une nouvelle fois de travers, débusqués de la nuit. Il eut la certitude que le fossé allait les accueillir. Simon, cramponné son volant, tel un naufragé à sa bouée, redressa pourtant le véhicule, parvint même à éviter une nouvelle poussée de l'agresseur. « Tiens-toi bien !» Jean-Loup s'accrocha à son dossier du mieux qu'il put, tandis que Simon écrasait d'un geste rageur la pédale du frein.
Le véhicule du chauffeur s'en encastra aussitôt dans le leur, et Jean-Loup crut qu'une massue s'abattait contre sa nuque. Il eut un éblouissement, lui recouvra immédiatement toutes ses facultés. Simon redémarrait, libérant la Citroën dans un bruit de tôle arrachée. Pas de mal? Non, souffla Jean-Loup. Sa voiture doit être hors d'usage, constata Simon. Au terme d'un bref silence, il immobilisa de nouveau la traction, enclencha la marche arrière. Qu'est-ce que tu fais? Le comportement de Simon inquiétait sérieusement Jean-Loup. Cette chasse nocturne qu'il avait sottement espérée, divertissement sans conséquence, devenait véritable rodéo. Tu vas voir. Simon effectuait maintenant un recul à pleine vitesse. Moteur emballé. Cette fois, Jean-Loup se protégea du choc en se pelotonnant sur son siège. Un fracas de carrosserie pliée courut sur la campagne alentour. Dépassé par les événements, Jean-Loup réagit avec un temps de retard. Une lampe de poche en main, Simon avait déjà quitté la Citroën lorsqu'il posa à son tour les pieds sur la chaussée. Le chauffeur gisait, immobile. Il avait dû donner du front contre le pare-brise et perdre connaissance sous la violence de la collision. Les deux garçons découvraient un homme d'une quarantaine d'années, les cheveux grisonnants, le visage empâté, banal. Simon s'approcha de l'inconnu avec circonspection. Il respire, déclara-t-il. Il est seulement évanoui. Puis il ajouta satisfait. En tout cas, on a manœuvré comme des as. Jean-Loup se garda du moindre commentaire, la gorge obstinément nouée. Il inspira une longue bouffée d'air frais. Certes, il amassait nombre de souvenirs au fil de son voyage solitaire, mais celui-ci resterait gravé à jamais dans sa mémoire.